j'ai tout dit. Oui, alors, je vais appeler les intervenants de la première table à venir me rejoindre. Alors, le temps qui s'installe, petite explication sur le thème de cette année. Donc, cette année, c'est les 60 ans de la mission Archives de la DGAC. Alors, la mission Archives, c'est un peu la grande sœur, si on peut dire, de la mission Mémoire. Et donc, je trouvais intéressant, à travers cette célébration, de faire un focus sur les archives, parce que on a tous besoin des archives. Et donc, l'idée du programme, c'est de faire un panorama. Alors, bien évidemment, il est pas exhaustif, mais d'essayer, voilà, de faire un peu le tour des différents fonds d'archives dont vous pouvez avoir besoin. Donc, ça va des archives publiques cet après-midi avec le film au fond audiovisuel. Et l'idée, c'est de répondre à une double problématique. La première, c'est où chercher, où sont les différents fonds qui peuvent vous intéresser. Et la seconde problématique, c'est que faire quand on récupère des vieux papiers, des vieux documents, à qui s'adresser, qui ça peut intéresser, et peut-être aussi vous, dans votre activité associative, vous générez vous-même des archives, donc peut-être voilà aussi que faire de vos propres archives. Voilà. C'est bientôt Noël. Donc, vous avez des cadeaux aussi à cette commission mémoire. Donc, on vous a préparé des petits sacs. N'oubliez pas de partir avec. Donc, dedans, il y a la version papier de l'annuaire et le livre sur l'histoire du BEA. Voilà. Oui, et puis dernier point, je vous ai dit, la journée d'aujourd'hui n'est pas exhaustive. Je vous mettrai ça en mail aussi. Rappelez-vous qu'en 2022, à la commission de mémoire de 2022, il y avait eu déjà une série d'interventions sur la question. Donc je vous renvoie à ce qui a été fait en 2022 et qu'on peut trouver, grâce à Yves, sur la chaîne YouTube de la mission mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais appeler Paul. Alors, Paul Bassier, qui est conservateur du patrimoine et qui est responsable donc, des fonds aéronautiques aux archives nationales. J'ai demandé à Paul de nous faire une présentation qui soit vraiment une présentation de cadrage, donc qui nous explique un peu voilà, qu'est-ce qu'une archive publique, qu'est-ce que n'est pas une archive publique, ce qu'il y a aux AN. Voilà. Alors, de façon générale, les interventions vont certainement générer des questions. Ce que je vous propose, c'est, j'ai essayé de ménager un quart d'heure à la fin de chaque table ronde pour en parler. Peut-être le temps que les intervenants changent de place, on prendra une ou deux questions. Et puis après, à la fin des 4 interventions, on aura une deuxième session de questions. Et puis il y a aussi le repas pour ça, voilà. Donc c'est un moment aussi convivial, donc n'hésitez pas à échanger entre vous aux pauses et au repas. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En premier lieu, je tiens à remercier la Direction générale de l'aviation civile et en particulier mon collègue Paul Dam pour son invitation à participer aujourd'hui à cette session de la commission mémoire de la DGAC. Donc, comme vient de l'expliquer Paul, je suis conservateur responsable aux archives nationales du pôle qui conserve notamment les fonds d'archives de la DGAC et d'Air France, placés sous la responsabilité d'un chargé d'études documentaires. Mon propos pour cette intervention se veut simplement une introduction, d'une part, aux enjeux patrimoniaux les plus élémentaires des archives de l'aviation civile, et d'autre part, au rôle des archives nationales au sein des institutions patrimoniales du réseau du ministère de la Culture, dans la collecte, la préservation et la communication des archives au public et aux administrations. Pour cadrer parfaitement le propos, je me dois de rappeler ce que désigne le terme archive ici. Donc,
L'article L211.1 du Code du patrimoine décrit l'étendue des productions administratives ou privées concernées. Il s'agit de, je cite, l'ensemble des documents, y compris les données, sont archives donc des documents nativement numériques, par exemple, quelle que soit leur date. Les archives ne sont pas uniquement des documents anciens, ce n'est pas le critère discriminant du point de vue du droit. Leur lieu de conservation, leur forme et leur support peuvent être des archives, des bobines de films. Documents donc produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Cette définition large est essentielle pour aborder la distinction entre archives publiques et archives privées, qui va me permettre de vous décrire ce que les archives nationales collectent et conservent de droit et quel type de fonds d'archives ce service ne collecte pas et dans quelles institutions on peut espérer les trouver. Ce partage des eaux repose notamment sur l'article L211.4 du Code du patrimoine qui établit que les archives publiques sont celles qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, et les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé. De façon logique, pour compléter cette définition, l'article L211.1 porte que, je cite, les archives publiques sont imprescriptibles, ce qui signifie que le statut d'archive publique ne se perd jamais et qu'elles peuvent être revendiquées sans limitation de durée dans le temps lorsqu'elles se trouvent en main privée. Elles sont également inaliénables, ainsi nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Enfin, ces documents sont particulièrement protégés, de sorte que, comme le prévoit l'article L214.3 du Code du patrimoine, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou les détruire sans accord préalable de l'administration des archives est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En creux, les archives privées sont toutes celles qui ne relèvent pas de cette définition et qui ne peuvent entrer dans un service d'archives, musée ou bibliothèque que par voie d'achat, dont fait partie la préemption, don, legs, dépôt ou dation. Par ailleurs, il faut bien comprendre que les fonds d'archives publiques qui parviennent aux archives nationales concentrent les documents les plus précieux, ou du moins d'un intérêt historique avéré, puisqu'ils appartiennent à la catégorie de ce qu'on appelle les archives définitives, définies par l'article R212.12 du Code du patrimoine. Les archives définitives sont celles qui seront conservées sans limitation de durée, ad vitam aeternam. Elles ont donc perdu leur utilité administrative au fil du temps. On parle justement de DUA, durée d'utilité administrative, pour organiser la gestion de ce qu'on appelle les archives courantes, celles qui sont utilisées quotidiennement, et les archives intermédiaires, dont l'usage est moins fréquent mais toujours indispensable à l'action de l'administration. Par exemple, comme document à valeur probante permettant de justifier des droits et obligations des personnes morales et des particuliers. Ces notions d'âge successif des archives et de DUA régissent toute la chaîne de la collecte. Ainsi, avant d'entrer aux archives nationales, ces fonds ont été traités en masse, ce qui permet notamment d'éliminer les innombrables doublons et de ne conserver que les documents récapitulatifs. Ce traitement est réalisé à la fois par le producteur ou service versant des archives et, pour les archives de la DGAC, par la mission des archives nationales, donc mon collègue David Berthoud, en charge de la gestion et de l'organisation des versements. Mission qui dépend elle-même de la mission des archives nationales auprès du ministère de la Transition écologique, tandis que pour les fonds d'Air France, le contrôle scientifique et technique relève directement du bureau du contrôle, de la collecte, des missions et de la coordination interministérielle du service interministériel des archives de France, abrégé SIAF. À l'issue de ces importants travaux de préparation, enfin, lorsque les fonds d'archives et leurs instruments de recherche sont prêts à être versés, ils sont soumis à une commission bisannuelle des entrées aux archives nationales qui valide la mise en œuvre. Du côté des archives privées, au contraire, la collecte relève simplement d'un comité des entrées des archives privées et de l'acceptation écrite du don par la direction des archives nationales, don lui-même formalisé par une lettre d'intention de don émanant du particulier ou de l'organisme privé. Cette longue introduction, donc, pour poser les jalons du déroulement logique de la question « Quel patrimoine d'archives pour l'aviation civile en France ?» En premier lieu, par un panorama des archives publiques collectées et conservées principalement par les archives nationales, mais également des types de fonds d'archives privés que l'on n'y trouve pas et qui font la spécificité de la collecte d'autres institutions du réseau culture. En second lieu, je vous propose de revenir sur la question essentielle des conditions d'accès aux archives. Enfin, j'évoquerai brièvement 2 bénéfices concrets de la sauvegarde de ce patrimoine, à savoir leur conservation préventive et les perspectives de leur valorisation. Pour commencer ce bref panorama, il convient de vous décrire aussi synthétiquement que possible les fonds d'archives de la DGAC qui sont conservés aux archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Ces fonds ont fait l'objet de versements depuis 1976 et couvrent essentiellement une période chronologique comprise entre 1946, avec la création du SGACC, et les années 1990-2000. On trouve également un certain nombre de pièces des années 30. Au total, ces fonds représentent près de 4,5 km linéaires.
À l'écran, vous voyez à gauche les principaux services et directions productrices de ces archives, dont nous allons parcourir quelques exemples des typologies documentaires les plus courantes, afin de donner une idée de l'intérêt pour le chercheur de ces archives et du type d'informations que l'on peut espérer y trouver. À droite, pour illustration, vous voyez 2 tirages argentiques de vue des pistes d'Orly en 1946 provenant des fonds du STBA. Pour évoquer les fonds de cabinet du DGAC, les chargés de mission et commission, il m'a semblé intéressant de vous présenter un exemple de dossier de distinction honorifique, ici la Légion d'honneur, de fonds de chancellerie. Il s'agit du dossier de Joseph Hartig, ingénieur, dont la carrière a été notamment marquée par les aménagements du Bourget du début des années 50. Les documents contiennent nombre de données précieuses pour une approche biographique ou prosopographique. Pour continuer à dérouler ce fil, par l'organigramme pour ainsi dire, voici un exemple de pièce issue des fonds du Conseil supérieur de l'aviation marchande, chargé de donner des avis au ministre avant décision sur les octrois ou retraits de licences d'exploitation de transporteurs aériens et les modalités d'exploitation. Ici, ce sont des avis et rapports sur la flotte et les lignes d'air inter dans les années 60, où sont portés les projets d'acquisition de nouveaux appareils. Donc ici, on a des Vickers Swisscount 708 et 724, ainsi que des Caravelle et les tout nouveaux Nord 262, qui doivent remplacer les Nord 260 Super Broussard. Nous avons à présent des rapports d'inspection issus des fonds d'inspection générale de l'aviation civile et commerciale. Les pages à l'écran proviennent d'un rapport de Gaston Bedeau, inspecteur général des bases et routes aériennes en 1948, sur l'état des infrastructures et du personnel, qui contiennent des considérations critiques sur la désorganisation des services à Angers dans cette période difficile de l'après-guerre. Par parenthèse, est rattaché à l'IGAC le BEA, dont nous parlerons peu après. Les archives issues des fonds du service des ressources humaines et du service des affaires financières sont bien loin d'être dénués d'intérêt. On y trouve notamment les dossiers de carrière des agents de la DGAC, qui constituent eux aussi une excellente source pour une étude prosopographique. Vous voyez à l'écran l'exemple du dossier de Jacques Lacaze, chef de centre du service de l'aviation légère et sportive, qui comporte de nombreux éléments biographiques, comme par exemple un rappel de ses faits de résistance. Pour passer à un exemple de document de la direction de la navigation aérienne en charge de la réglementation de la navigation et d'aspects de contrôle du trafic aérien, voici un dossier de 1976 consacré aux problèmes majeurs de retard provoqués par le contrôle aérien français pour les vols en provenance d'Espagne. À droite, une lettre de protestation de la compagnie Air Iberia et à gauche, une coupure de presse illustrant l'impact de ces difficultés sur l'opinion publique, y compris sur un plan international. Ce dossier entre en résonance avec la catastrophe de Nantes de 1973. La direction des bases aériennes nous a laissé également de nombreux dossiers, comme ici un très original projet de piste en terre Adélie au début des années 80, dans le contexte de la construction d'installations scientifiques pour des études sur le climat. Enfin, un exemple de contenu d'un dossier du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ici de la documentation et des notes préparatoires du groupe de travail Aviation Générale pour la préparation du 7e plan 1974. Nous sommes dans le contexte du choc pétrolier. De manière très symptomatique, sur la note manuscrite à gauche, on lit « Jamais, donc Jean-Louis Jamais, adjoint au directeur du SFA, il faut que tu me fasses une fiche d'une page et demie pour demain soir sur le thème « Pourquoi faut-il continuer à dépenser du carburant pour faire voler l'aviation générale ?» Il m'a semblé qu'il y avait une résonance avec l'actualité. Pour y insister particulièrement, je reviens sur un fonds très emblématique et très consulté, le fonds d'archives des dossiers d'accident du BEA. Constitué de 21 versements, il couvre une période de 1946 à 1989 avec quelques dossiers pour les années 30. On trouve dans ces dossiers toutes les pièces préliminaires au rapport final d'enquête et le rapport lui-même, dont bon nombre sont numérisés et consultables sur le site du BEA. Avec, dans les dossiers, très souvent, des tirages photographiques, de la correspondance, des transcriptions de communication radio, des pièces techniques sur les appareils, et enfin, un procès-verbal d'enquête de gendarmerie contenant notamment les dépositions des témoins. Pour illustration, vous voyez à l'écran une photo issue d'un dossier prise sur le site du crash du pèlerin canadien du 13 novembre 1950 au mont Aubiou en Isère, qui restait tristement célèbre avec l'accident du Malabar Princess, survenu à peine 10 jours auparavant dans le massif du Mont Blanc. Ce dernier accident a eu un tel retentissement qu'il a servi de modèle à Hergé pour Tintin au Tibet. C'est dire tout l'intérêt de ce fonds, bien au-delà des limites traditionnelles de l'histoire de l'aviation. Évoquons à présent les archives d'Air France, dont l'essentiel doit entrer progressivement aux archives nationales, puisque si la compagnie est bien une société privée de 1933 à 1946, elle est devenue société nationale avec l'ordonnance de 1945, puis société d'économie mixte dans les années 90. Ces archives pour cette période sont donc publiques. En revanche, la privatisation définitive en 2004 entraîne un changement de statut des archives devenues dès lors privées. Pour ce qui est des archives publiques d'Air France, ce n'est que depuis 2015 que l'on a commencé à recevoir ces fonds aux archives nationales. En vérité, l'essentiel des archives publiques définitives d'Air France est encore actuellement conservé sous le contrôle des archivistes de la compagnie et en bonne partie sous la forme d'une externalisation auprès d'un prestataire d'archivage. Des versements progressifs de ces fonds sont programmés pour les années à venir.
Vous voyez à l'écran à gauche un état très sommaire des versements classés et non classés présents aux archives nationales, et à droite, le sommaire de l'inventaire des fonds d'Air France de 2008, qui donne une idée de ce que recouvrent les fonds. Alors, voici quelques exemples maintenant de typologie originale que l'on peut trouver dans les versements déjà reçus. Donc ici, une carte des zones affectées par le banc sonique du Concorde, en particulier au niveau des îles anglo-normandes. Là, des échantillons et photographies des modèles d'uniformes proposés pour les stewards et hôtesses de l'air d'Air France en 1978. Enfin, pour ce qui est des archives privées d'Air France après 2004, la compagnie a manifesté le désir de les voir conservées aux archives nationales. Aussi, une lettre de don est en cours d'examen pour signature pour un premier ensemble de documents. Pour compléter ce panorama des archives publiques, quelques mots très rapides sur ce que vous ne trouverez pas aux archives nationales à Pierrefitte. En premier lieu, les fonds des services déconcentrés de l'État. Donc ici, avec un exemple assez classique que l'on retrouve dans les fonds des archives départementales, celui des archives des services locaux du STBA, versé par son successeur, le Service national d'ingénierie aéroportuaire. À l'écran, la page France Archives de ce fonds aux archives départementales de l'Hérault. Un cas particulier se présente également avec les fonds d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Pour les archives de l'aviation civile, l'exemple le plus remarquable est celui des aéroports de Paris. À l'origine établissement public administratif en 1945, il fait l'objet d'une privatisation et est transformé en société anonyme en 2005. Ainsi, par exception, sur la base de l'article R212-12 du Code du patrimoine, le groupe ADP bénéficie d'une dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives, par l'effet d'une convention avec le service interministériel des archives de France. Pour ce qui est des fonds de constructeurs, je passe maintenant aux archives privées. Il faut surtout se tourner vers les musées, bibliothèques, archives municipales et départementales, voire les archives nationales du monde du travail de Roubaix. Un très bon exemple de ce type de fonds privés, puis en partie public à partir de 1937, est le fonds de Voitine des archives départementales de la Haute-Garonne. Autre exemple, le fonds de l'ingénieur René Cousinet des archives municipales de La Roche-sur-Yon. Pour les fonds de personnes, le constat de dispersion des fonds est le même. Pour ce qui est des archives orales, le SHD a mené très tôt une politique volontariste de collecte de précieux témoignages qui intéresse aussi le domaine civil. Enfin, dernier cas d'archives privées, les fonds d'association. Les archives des aéroclubs sont par définition privées, sauf dans le cas d'éventuelles délégations de services publics. Elles sont normalement conservées par l'association. Ici, l'Aéroclub de France invite ses adhérents et amis à veiller à la sauvegarde de ce patrimoine, mais elles peuvent, dans certains cas, faire l'objet de dons aux archives départementales, comme ici aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Pour rappel, avant d'entrer dans cet aspect du sujet, donc l'accès aux archives, et de droit pour les producteurs ou services versant des documents. Lorsque les archives sont versées aux archives nationales, elles peuvent faire l'objet de communications administratives ou de conditions de consultation facilitées par la mise à disposition d'un espace de travail. Donc j'en viens à présent à la question essentielle, les modalités d'accès aux documents d'archives de l'aviation civile. Comme j'ai insisté en introduction, les archives sont, selon l'article L213.1 du Code du patrimoine, librement communicables de plein droit. Cette rédaction date de la loi de 2008. Le fondement de ce principe, il est important de le comprendre, est généralement rattaché à l'article 15 de la Déclaration de 1789, qui prévoit la responsabilité des agents publics de l'administration devant la société. Néanmoins, ce principe de libre accès est limité par la protection de certaines informations, puisque l'article L213.2 du Code du patrimoine prévoit que s'applique à certaines catégories de documents et de dossiers ce qu'on appelle les délais de communicabilité. Pour ce qui concerne l'aviation civile, le contenu des dossiers donne assez fréquemment lieu à des restrictions d'accès, au moins pour les documents les plus récents. Si l'on prend l'exemple des dossiers de personnel ou de distinctions honorifiques, très utiles aux historiens, c'est la protection de la vie privée et le secret médical qui entraînent un blocage de l'accès aux documents. Dans le cas de la vie privée, présence de nom, d'adresse ou d'informations sur la situation de famille, on comptera 50 ans à partir du document le plus récent inclus dans le dossier. Dans le cas du secret médical, donc par exemple présence de fiches d'invalidité ou de diagnostic médical, on comptera 120 ans à compter de la date de naissance de l'intéressé ou 25 ans à compter de la date de son décès. Autre cas de figure, celui des archives liées aux constructeurs aéronautiques. C'est ici le secret industriel et commercial, aussi appelé secret des affaires, qui s'applique, soit 25 ans. De façon plus sensible, si l'on songe à l'exemple des archives du service technique des bases aériennes, se présentent souvent des cas d'application de la protection de la sécurité publique, voire parfois du secret de la défense nationale, pour des installations militaires, par exemple, encore actives dans des aéroports. En général, les documents relevant du secret défense portent un timbre caractéristique, à ne pas confondre avec le tampon qui est présenté ici à l'écran, qui n'a absolument aucune valeur de protection. Plus rarement, on pourra rencontrer le secret diplomatique dans son acception la plus limitée, qui fait intervenir un délai de communicabilité de 25 ans. Enfin, cas propre le plus souvent au dossier du BEA, la présence de procès-verbaux d'enquête de gendarmerie peut entraîner un délai de 75 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, sauf si les personnes intéressées sont décédées depuis plus de 25 ans.
Par parenthèse, l'accès aux documents est également limité par des considérations pratiques évidentes admises par l'article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration. Si les documents sont en trop mauvais état, fragilité extrême, comme des calques friables, ou s'ils font l'objet d'un chantier de numérisation, de classement ou de traitement matériel, comme un dépoussiérage, voire s'ils ont été reproduits sous la forme d'un microfilm ou d'un fichier numérique, leur communication en original peut vous être refusée. Ces restrictions d'accès étant posées, cela ne signifie pas pour autant que les documents non communicables du fait d'un ou de plusieurs délais sont totalement inaccessibles. Il existe une procédure de demande d'accès par dérogation au délai fixé par la loi, prévue par l'article L213-3 du Code du patrimoine. Comment procède-t-on ? Le lecteur, après avoir identifié les codes qui l'intéressent à l'aide des instruments de recherche disponibles en ligne, effectue sa demande de dérogation via son espace personnel dans la salle de lecture virtuelle des Archives nationales. Vous voyez à l'écran l'espace personnel du lecteur sur lequel faire sa demande, espace personnel que chacun peut créer directement en ligne avant de se faire remettre sa carte de lecteur à son arrivée. Le responsable des fonds de l'aviation civile reçoit et instruit cette demande pour vérifier dans les boîtes d'archives que les documents relèvent bien de tel ou tel délai. Il peut arriver que le document s'avère librement communicable. Puis il réalise la saisine du service producteur de ces documents par l'intermédiaire de la mission du ministère de la Transition écologique. L'article L213-3 impose un délai de réponse au lecteur de rigueur de 3 mois. L'absence de réponse vous refus de l'administration. Dans les faits, nous constatons que les accords sont fréquents dès lors que la demande est correctement et légitimement motivée, que ce soit une recherche scientifique ou historique ou pour fonder un droit. La consultation s'effectue en salle de lecture de Pierrefitte-sur-Seine sur la base du courrier d'acceptation de la dérogation. Finalement, j'aimerais attirer brièvement votre attention sur 2 points. La conservation matérielle et la valorisation de ces fonds d'archives, qui est pour ainsi dire le bénéfice de la collecte et de l'accès aux documents. Les Archives nationales bénéficient d'un important atelier de restauration et d'une équipe de spécialistes des supports, qu'ils soient papier ou audiovisuels. Les conditions de conservation dans nos magasins d'archives sont par ailleurs optimisées par une conception architecturale répondant spécifiquement aux besoins de préservation des documents. Je ne citerai pour exemple que le cas des archives audiovisuelles, et la DGAC nous a versé récemment une collection de films techniques, justement, que vous voyez à l'écran. Ce type d'archives est souvent affecté par des supports fragiles, comme les bobines nitrates, qui se décomposent si elles sont exposées à des variations de température ou d'hygrométrie. L'expertise des Archives nationales dans le domaine de la conservation préventive et curative permet ainsi de sauvegarder certains documents que les administrations et les particuliers n'ont pas les moyens de préserver. J'achève mon propos en évoquant le traitement et la mise en valeur des fonds d'archives. Nous améliorons la description des fonds par des opérations de reclassement, par la rédaction et la publication d'instruments de recherche, et même d'état des sources précieux pour les chercheurs, qui sont accessibles sur la salle de lecture virtuelle et sur France Archives. Cette démarche est complétée par des chantiers de numérisation de documents iconographiques ou d'une richesse particulière, et par la participation à des expositions, comme ici comme prêteur pour les années folles de l'aviation du Musée de l'Air, où nous avons prêté un plan du Bourget. Nous participons encore à des journées d'études, des colloques, et nous livrons des interventions pour des publics étudiants, comme vous voyez à l'écran, à l'Université Toulouse II, à l'occasion du séminaire de septembre du professeur Olivier. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Paul. Alors, je vous ai dit qu'on prendrait le temps de questions. Malheureusement, on est un peu en retard, donc je vais demander à Emmanuel de bien vouloir prendre la parole. Avant qu'Emmanuel s'installe, je voulais remercier Paul. Alors, c'était pas du tout travaillé, mais sur les ponts qu'il a pu créer par rapport à la journée avec les archives du BEA et les autres fonds d'archives. Et puis surtout, parce que j'avais une question à ce propos au moment du café sur la question des dérogations. Voilà, donc on y voit un peu plus clair. Peut-être qu'on reviendra sur cette question au moment de notre échange. Voilà. Emmanuel, vous pouvez, il suffit d'avancer. Ah oui, je ne vous ai pas montré. 2 petites secondes. Bonjour à tous. Je suis Emmanuel Moret, responsable des archives de l'Armée de l'air et de l'espace au service historique de la Défense. Donc, je vais vous présenter les archives de l'Armée de l'air et de l'espace au service. Donc, c'est en 1934, lors de la création de l'Armée de l'air, que le général Denain, alors ministre de l'Air, décide de regrouper les documents concernant l'aéronautique et de créer un service, le premier service d'archives pour ce qui va être l'Armée de l'air.
Jusqu'à présent, à partir de 1930, en fait, les archives de l'aéronautique étaient regroupées au sein du service historique des armées et c'était assez complexe de s'y retrouver. Donc il a souhaité créer vraiment quelque chose de particulier, le service des études historiques et géographiques de l'air, qui avait 3 missions. Recueillir, classer les archives de l'aéronautique militaire, puis de l'armée de l'air, rédiger l'histoire de l'aviation militaire et établir des cartes aériennes. Ce service avait à cette époque-là également dans ses attributions l'organisation et la surveillance du musée de l'air. En 1936, ne subsiste en fait qu'une section archives au sein du 3e bureau de l'état-major de l'armée de l'air. Il faut attendre 1939 pour que le ministre de l'Air, Guy Lachambre, reconstitue un service type, vraiment un service d'archives, sous la dénomination service historique de l'armée de l'air. Les missions archivistiques et historiques vont être renforcées au détriment de la mission géographique. Et le musée, à ce moment-là, va devenir indépendant. D'abord installé boulevard Victor, donc pas très loin d'ici, à Paris, dans les locaux du ministère de l'Air, le service historique de l'armée de l'air va connaître de nombreux déplacements pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va se retrouver installé dans la Loire, près d'Amboise. Face à l'avancée allemande, il va devoir se replier et on va perdre une bonne partie des archives. Il va trouver refuge sur la base aérienne de Toulouse-Francazal avant de rejoindre le domaine de Clairefonds, près de Toulouse. Il revient à Paris en 1945 et emménage à École militaire qu'il va quitter en 1948 pour la caserne d'Enfer à Versailles avant de rejoindre le château de Vincennes en 1968. Il rejoint le château où se trouve déjà le service historique de l'armée de terre qui sera rejoint après, donc en 68 par l'armée de l'air, en 74 par la marine nationale et dans les années 2000 par la gendarmerie nationale. Le service historique de l'armée de l'air était directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air. Ses missions sont la gestion des archives de l'armée de l'air, c'est-à-dire surveillance de la gestion dans les divers organismes, conservation, tri, classement, inventaire des archives versées et communication, gestion des archives qui lui sont confiées, dont dépôt, recherche administrative et historique, ainsi que la conservation des traditions. En 2005, le service historique de l'armée de l'air va disparaître au profit du service historique de la défense, qui en fait résulte de la fusion des 4 services historiques des armées, le CHAT, le CHA, le SHM et le service historique de la gendarmerie nationale. Donc à partir de là, les archives de l'armée de l'air ne sont plus subordonnées au chef d'état-major de l'armée de l'air. Elles sont rattachées directement au directeur de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, sous l'autorité du secrétariat général pour l'administration. On crée alors, au sein de ce SHD, un département R, qui en fait est un peu le clone du service historique de l'armée de l'air, mais avec un rattachement au niveau hiérarchique différent. Donc on n'a pas réussi à vraiment fusionner l'ensemble. Donc en 2013, on refait une réorganisation où là on fait disparaître les départements d'armée et on fait des départements métiers. Et il ne reste plus en fait qu'une seule section R au niveau du département des fonds d'archives qui gère les archives publiques définitives de l'armée de l'air. Tout le reste est fusionné avec toutes les armes. Le SHD aujourd'hui est un service à compétence nationale, donc rattaché à la direction de la mémoire, de la culture et des archives, DMCA. Il y a eu un petit changement. La partie patrimoine était en fait la gestion des immeubles, du patrimoine mobilier, et ça a été détaché. Donc maintenant, on parle de la DMCA, Direction de la mémoire, de la culture et des archives,
qui relève toujours de l'autorité du secrétariat général pour l'administration au ministère, alors aujourd'hui, ministère des Armées et des Anciens Combattants. Le SHD se compose d'un échelon de direction à Vincennes, avec à l'heure actuelle une chef de service civil, un adjoint au chef de service militaire, un cabinet de direction, un secrétariat général et trois départements rattachés à la direction, à savoir le département du pilotage scientifique et technique, le département de la bibliothèque, le département de l'histoire et de la symbolique. On a surtout 4 centres d'archives, un centre d'archives historique, un centre historique des archives à Vincennes, un centre des archives du personnel militaire à Pau, un centre des archives de l'armement et du personnel civil à Châtellerault, et centre du réseau territorial qui regroupe Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, il nous reste Caen, qui est en fait une division rattachée au département des fonds d'archives à Vincennes, et Leblanc, qui est une division pour les archives intermédiaires de la gendarmerie, rattachée aujourd'hui, depuis cette année, à Châtellerault. Donc, les archives de l'armée de l'air et de l'espace au service historique de la défense, c'est à peu près 11 km linéaires d'archives émanant de l'état-major de l'administration centrale, des services, des bases aériennes, des unités de l'armée de l'air. Les fonds les plus anciens qui sont conservés remontent à la fin du XIXe siècle, mais prennent toute leur cohérence à partir de 1945. Comme je l'ai dit, pendant les pérégrinations de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal de pertes. Et à titre d'exemple, la série sur les archives de la Première Guerre mondiale, la série A, qui comprenait 1500 cartons en 1939, aujourd'hui, il n'y en a plus que 350. Les fonds vont vraiment devenir cohérents à partir de 1945 et se composent d'archives de commandement, d'archives techniques, de journaux de marche et d'opération, de dossiers de personnel. Et toutes ces archives qui étaient à Vincennes ont fait l'objet, depuis 2023, d'un redéploiement parce qu'on a su dans le début des années 2020 que la DGSE allait s'installer au Fort Neuf de Vincennes, ce qui était un lieu de stockage pour le service historique de la Défense, qui avait 54 km linéaires. Donc depuis 2 ans, on assiste à un redéploiement des fonds sur l'ensemble du territoire. Et pour l'armée de l'air, on a essayé de faire quelque chose d'à peu près logique, et de répartir les fonds par rapport à ce qui existait déjà. Donc à Châtellerault, on a transféré à titre définitif les fonds qui étaient liés aux thématiques sur l'armement, le matériel, la documentation technique, ainsi que le personnel civil, soit presque 2 km linéaires qui ont été envoyés là-bas. On a aussi fait des redéploiements sur Pau. Alors très peu à Pau, mais Pau possède déjà en fait les dossiers des sous-officiers et hommes du rang. On y a envoyé tout ce qui concernait les décorations, les pensions, ainsi que les dossiers autochtones d'Afrique du Nord, qui étaient donc majoritairement des dossiers de sous-officiers qui avaient toute leur cohérence à rejoindre les fonds qui étaient à Pau. On a aussi négocié avec l'armée de l'air et de l'espace pour qu'ils nous prennent des archives temporairement. Donc on a envoyé à titre temporaire 1 km linéaire d'archives à Dijon, au bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air. Ce service est un service d'archives intermédiaire pour l'armée de l'air et l'espace qui possède déjà les dossiers des officiers de moins de 100 ans, ainsi que les dossiers des sous-officiers jusqu'à sous-officiers, hommes du rang, jusqu'à 5 ans après leur radiation des effectifs avant versement à Pau. Donc on y a envoyé là-bas en fait les cahiers d'ordre et de travail aérien versés au service historique de la Défense depuis plus de 10 ans
puisque le service historique de la Défense a dans ses attributions l'exploitation de ces cahiers pour notamment la définition des unités combattantes. Donc, on a aussi redéployé pas mal de fonds en France. Donc, comme je l'ai dit, sur des sites du SHD, sur des sites de l'armée de l'air et de l'espace, et sur plusieurs sites en Île-de-France. On a envoyé des archives au Fort de l'Est ainsi qu'à Mortier, où on a pu récupérer des locaux. Et on a maintenu au château de Vincennes 5,5 km linéaires pour l'armée de l'air. Vous avez quelques images des différents locaux à Dijon, à Vincennes. Les fonds présents à Vincennes, qui sont restés à Vincennes, sont les archives dites historiques, donc les séries, comme vous pouvez voir sur l'image, les séries AA qui sont l'aéronautique militaire avant 1914, la série A, B, C, D, donc tout ce qui est entre-deux-guerres, Première Guerre, Deuxième Guerre, la présence française hors métropole, donc les colonies et puis après les opérations extérieures. Et on a maintenu aussi à Vincennes tout ce qui est éléments territoriaux, les unités de l'armée de l'air, les grands commandements, l'Algérie, les dossiers de personnel, le fonds Moscou et une série comprenant des plans d'aviation civile ou militaire. Et on a fait sur l'administration centrale, c'est là où on a envoyé pas mal de choses à Châtellerault. Notamment tout ce qui est bureau de système d'armes, bureau technique, direction centrale du matériel, inspection technique, centre d'expérience aérienne militaire, direction technique des constructions aéronautiques. Et sont partis à Châtellerault aussi la série K, qui est la série de la documentation technique, et la série L, qui était la série sur le personnel civil. Donc, ces archives publiques sont complétées à Vincennes par d'autres sources. D'abord, pour tout ce qui est l'aviation, ce sera complété par l'armée de terre, puisque l'aéronautique militaire, avant la création de l'armée de l'air, dépendait de l'armée de terre, donc on trouve encore beaucoup de choses dans les fonds de l'armée de terre sur l'aéronautique militaire. Aussi par les fonds de la marine nationale pour tout ce qui est aéronaval ou aéronautique maritime. Les sources complémentaires autres, après, on a au sein du département des entrées par voie extraordinaire une division des archives privées. Donc, ce sont les archives, comme l'a expliqué mon collègue tout à l'heure, rentrées par don, par dépôt. Pour ce qui est de l'aéronautique, 2 grands fonds sont partis à Châtellerault, 2 dépôts. Les archives Hispano-Susa, ainsi que les archives de l'Institut français de l'histoire de l'espace. Maintenant, reste à Vincennes des archives données par les familles, par des associations sur le thème de l'aéronautique. Enfin, mon collègue l'a évoqué aussi, les témoignages oraux, la division des témoignages oraux. Il faut savoir que le service historique de l'armée de l'air a créé en 1974 une section d'histoire orale qui a accueilli plusieurs centaines de témoins et qui a donc recueilli plusieurs milliers d'heures de témoignages. Et aujourd'hui, ce service a retrouvé une dynamique et collecte énormément, et pas que sur l'armée de l'air. Il s'est ouvert à toutes les armées ainsi que le personnel civil du ministère des Armées. On a aussi une division des archives iconographiques. Donc le service historique de l'armée de l'air a créé en 1976 une photothèque, parce que quand les gens venaient témoigner, souvent ils apportaient des photos. Donc ils ont créé une photothèque qui gère plusieurs millions de photographies issues de dons, mais également de versements de l'armée de l'air.
Par exemple, les labobases, chaque base aérienne avait son laboratoire. Les labobases ont fait des versements. Et cette division des fonds iconographiques possède aussi une grande collection d'affiches sur le thème de l'aéronautique. Au sein du département des fonds d'archives, il y a aussi une division des archives techniques de l'information géographique. On va trouver la cellule photographie aérienne qui gère plusieurs millions de vues aériennes du territoire français et des anciennes colonies, résultant des missions de reconnaissance et d'observation effectuées par l'armée de l'air. Donc on a quelques exemples de documents. Donc là, vous aviez pour la symbolique un insigne, une photo aérienne, une photo des expéditions polaires, une photo avec Joséphine Becker, ainsi que l'ouvrage Les carnets de René Mouchotte. Donc je parlais de la photographie aérienne. Voici quelques exemples. On a la photographie aérienne qui remonte dès 1914-1918. Donc là, on a le fort de Vaux. On peut voir en fait les tranchées et les destructions. Au milieu, c'est une photo aérienne de l'Allemagne où on voit bien en fait les impacts des bombardements et où on peut voir ici la destruction d'un pont. Et la troisième photo est dans 1949 et on reconnaît bien Paris. Donc ces photos en fait sont très demandées, notamment pour de la dépollution pyrotechnique. Et par exemple, quand la SNCF fait des travaux, souvent elle demande les photos, notamment pendant de la Deuxième Guerre mondiale, pour savoir s'il y a eu des bombardements, si les bombardements ont été intenses ou pas, et s'il y a des risques au moment des travaux de tomber sur des explosifs, enfin des bombes qui n'auraient pas explosé. Voici quelques exemples de documents qu'on peut trouver. Donc vous avez les dossiers individuels. Là, j'ai mis comme exemple celui de Maryse Bastier. Vous avez les missions françaises d'aéronautique dans les années 30. Et vous avez aussi un bulletin en fait qui annonce la liste des personnes exécutées lors de la Grande Évasion. Puisqu'en fait, quand vous voyez le film La Grande Évasion, il faut savoir que dans tous ceux qui se sont évadés, il y avait 2 Français, dont un qui figure parmi ceux qui ont été exécutés parmi les 50 exécutés par la Gestapo. On peut voir aussi une photo qui montre le travail des femmes en usine, dans les usines d'aéronautique. Et une des particularités de l'armée de l'air, c'est qu'on a les journaux de marche et d'opération officiels, mais au sein de l'armée de l'air, on a aussi une collection de journaux de marche et d'opération officieux qu'on appelle cahier de marche ou aussi journal de marche humoristique qui en fait sont tenus bien souvent par l'officier tradition de la base ou de l'unité et ce qui permet d'avoir en fait une double vision, une vision officielle et une vision officieuse de ce qui se passe dans la vie de l'unité. Donc l'accès aux archives, je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisque mon collègue l'a bien fait. Donc pour les archives du service historique de la Défense, on applique le Code du patrimoine. Donc le délai le plus fréquemment utilisé est celui des 50 ans, qui peut être effectivement prolongé depuis 2021 par la loi Patre sur tout ce qui est caractéristique technique des installations militaires, ce qui ne veut pas dire qu'on ferme toutes les archives, c'est uniquement les plans techniques.
les plans d'ensemble, les plans des abords restent accessibles. La conception technique et les procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés, les procédures opérationnelles ou capacités techniques des services de renseignement, organisation, mise en œuvre et protection des moyens de la dissuasion nucléaire. Donc, tout le reste est accessible plus fréquemment aux 50 ans. Pareil, on peut monter à 75 ou 120 ans. Par exemple, sur les dossiers d'accidents aériens, puisqu'on a aussi une collection de dossiers d'accidents aériens, on peut effectivement par moment monter à 120 ans. Alors cette collection de dossiers d'accidents aériens est une collection un peu fictive, puisque le bureau enquête accident défense n'a pas versé les dossiers d'accident, mais quand il y a un accident, le rapport existe en 50 exemplaires, envoyés sur la base à la région aérienne, à l'unité. Donc en fait, ces exemplaires-là ont été regroupés dans une collection. Et il n'y a pas que les accidents de l'armée de l'air. On peut trouver aussi quelques accidents civils. Alors les dossiers seront moins fournis en fait. C'est parce que l'armée de l'air aura participé aux recherches. Par exemple, on trouvera au SHD des archives sur l'accident du Malabar Princess aussi. Un dossier pas très fourni au niveau des dossiers d'accident de l'armée de l'air, mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les archives de la gendarmerie, qui a aussi son dossier, ses rapports sur l'accident du Malabar Princess. Donc en fait, on voit bien que pour une même recherche, on va avoir des ressources un petit peu partout, aussi bien aux archives nationales qu'aux archives départementales, en fonction par exemple pour un accident, en fonction du lieu où s'est produit l'accident, au service historique et au sein du service historique dans plusieurs fonds d'archives, pas uniquement les archives de l'armée de l'air. Donc, comme l'a dit mon collègue, les archives, elles peuvent être communiquées avant les délais. On procède aussi avec l'autorisation de consultation par dérogation. Donc pareil, un formulaire à remplir, les archives sont étudiées et la plupart du temps, un avis favorable est émis. Ce qui vient compliquer les choses au service historique de la défense, c'est qu'il y a en plus, bien souvent, une classification des documents. Et l'armée de l'air et de l'espace en est très friande. Donc typiquement, les journaux de marche et d'opération sont tous classifiés. Ça ne veut pas dire pour autant que l'accès est interdit. À ce moment-là, on fait une demande de déclassification et il y a une commission de déclassification qui étudie la possibilité ou non de déclassifier. C'est l'armée de l'air qui décide si oui ou non elle accepte de déclassifier. À partir du moment où elle accepte, il n'y a pas de souci pour accéder aux documents. De plus, depuis 2021, maintenant les documents sont déclassifiés. De fait, lorsqu'ils deviennent librement communicables, on n'a plus besoin de tamponner tous les documents avant de les communiquer. Donc, ça facilite quand même pas mal l'accès aux archives. La difficulté va être que le service historique de la défense est dans un château avec des archives éparpillées. Donc, effectivement, il faut réserver sa place et il faut réserver les documents à l'avance, ce qui fait que les délais peuvent être un petit peu longs, mais les archives sont tout à fait accessibles. Enfin, je vous ai mis quelques sites internet. Donc, il y a le site Mémoire des Hommes, sur lequel vous allez retrouver des fonds d'archives numérisés en provenance du service historique de la défense. Donc, pour l'armée de l'air, vous avez notamment toutes les fiches du personnel militaire de l'aéronautique 14-18. Vous avez les carnets de comptabilité en campagne pour la Première Guerre mondiale. Vous avez des fichiers des forces aériennes françaises libres.
Et vous allez avoir l'an prochain les plans des aérodromes civils et militaires de la période des années 40, ainsi que le fichier des disparus en Indochine. Donc c'est prêt à être mis en ligne. Ce sera normalement début 2025. Vous avez bien entendu le site du service historique de la Défense où vous pouvez préparer votre venue avec le formulaire d'inscription, le formulaire de dérogation et quelques inventaires numérisés ou réalisés directement dans le logiciel qui permet une mise en ligne rapide. Et enfin, un dernier site qui est un site Tradition Air, fait par des passionnés de l'armée de l'air et qui est très utile, notamment pour tout ce qui est filiation des unités de l'armée de l'air. Donc je préciserai aussi que pour les dossiers individuels, comme je vous ai expliqué, les aviateurs, donc tous les aviateurs ne sont pas armés de l'air. Vous avez des aviateurs marins dans l'aéronaval. Vous avez des aviateurs aussi à l'armée de terre avec l'aviation légère de l'armée de terre. Et vous avez aussi quelques aviateurs à la gendarmerie. Pour les aviateurs aussi, tous ceux qui ont quitté l'armée avant 1929, donc les grands aviateurs de la Première Guerre mondiale et qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale, vous ne les trouverez pas dans les archives de l'armée de l'air, mais dans les archives de l'armée de terre. Donc en 1929 est créé le ministère de l'air. Donc entre 1929 et 1934, vous regardez les fonds de l'armée de terre et les fonds de l'armée de l'air. Là, c'est un coup c'est chez les terriens, un coup c'est chez les aériens. À partir de 1934, les dossiers seront bien à l'armée de l'air. Comme je vous l'ai dit, le service historique de la Défense conserve les dossiers des officiers, du personnel féminin et des sous-officiers honoraires de leur grade de plus de 100 ans. Cette année, on a reçu les nés en 1924. Les autres sont conservés au Bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air et de l'espace à Dijon. Ils sont cependant accessibles, pas à Dijon, parce que c'est un élément air rattaché à la base aérienne de Luxeuil, et c'est assez compliqué pour s'y rendre, puisque c'est sur un site militaire avec juste à côté l'école de gendarmerie. Donc en fait, la demande se fait auprès de leur service. Vous pouvez obtenir soit une copie des états de service, soit la possibilité de venir consulter le dossier à Vincennes. Donc par contre, ça prendra un peu de temps, le temps de faire venir le dossier, mais ces dossiers-là sont accessibles à Vincennes. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup Emmanuel. Alors je réalise que j'ai manqué à tous mes devoirs puisque je ne vous ai pas présenté. Donc vous l'aurez compris, Emmanuel Moret est responsable des archives aéronautiques au sein du SHD. Voilà. Alors maintenant je passe la parole à David Berthoud qui est le chef de la mission mémoire ici à la DGAC. C'est toi, chef de la mission. Mission archive, oui, je m'en mets. La parole est à toi. Je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'avais pour mission de vous présenter un petit peu le fonctionnement et la mission archive, mais je vais un peu ouvrir mon propos puisque finalement nous gérons les archives d'une administration, une administration qui elle-même gère les transports aéronautiques civils, mais qui ne sont pas nés d'hier et puisqu'ils ont 100 ans et même exactement 105 ans. 105 ans puisque le premier organisme qui a été créé pour la gestion de ce transport est né en 1919. Alors, pendant ces 100 ans d'existence, ce sont donc une production documentaire et d'archives donc qui ont vécu beaucoup de choses. Donc, il y aura un petit peu d'aventure, il y aura un petit peu de questionnement sur la fin. Et puis des drames aussi, vous allez le voir. Donc 1919, pour encadrer une industrie naissante et organiser un nouveau mode de transport, l'État se dote d'une nouvelle administration
Alors tout d'abord modeste, c'est l'organe central de coordination générale de l'aviation qui comprend des services de fabrication, des services techniques et puis surtout peut-être un service de la navigation aérienne, le SNAE. Le SNAE, à la tête duquel est nommé dès 1919, si je ne dis pas de bêtises, le colonel puis général Saconnet, qui va mettre en place le ciel aérien et les infrastructures de transport aérien pendant les 3 années pendant lesquelles il sera à la tête de ce service. Donc le SNAE et puis les autres services vont être rattachés très vite puisque l'organisme, qui était quand même assez modeste au tout début, est érigé en sous-secrétariat d'État à l'aéronautique dès 1920 et il est placé auprès du ministère des Travaux publics pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, ce sous-secrétariat est remplacé par une direction générale de l'aviation civile déjà, qui est placé cette fois-ci auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie. On change un petit peu de paradigme, hein, puisqu'on passe des travaux publics au commerce et à l'industrie. Pendant 2 ans. Et puis en 1928, ça marque un tournant. C'est Raymond Poincaré, cette année-là, qui crée un véritable ministère de l'air, qui reprend donc les attributions du sous-secrétariat, auquel il ajoute la tutelle de l'Office national de météorologie, ainsi que les services de l'aéronautique coloniale. Alors à partir de 1928, et puis pendant une dizaine d'années, donc pendant toutes les années 30, l'organisation de l'administration de l'aviation civile continue de structurer le secteur avec l'étude et le contrôle des matériels aériens, avec l'installation et l'exploitation des routes aériennes, l'organisation et le contrôle des transports aériens publics et privés, en mettant aussi en place toute une législation aérienne et puis en contractant donc des accords internationaux avec les autres puissances. Alors, les administrations, le ministère de l'Air est à la fois civil et militaire pendant ces années-là, ce qui est donc regroupé au sein de ce ministère de l'Air, avec un certain temps, notamment en 1932 et 1933, à Pierre Cotte, qui reste donc 2 ans, et qui revient en 1936 pour notamment le temps de fonder l'aviation populaire. Donc une décennie importante pour l'administration de l'aviation civile, avec un arrêt évidemment en 1940. Alors entre 1940 et 1944, le régime de Vichy remplace le ministère de l'Air par un secrétariat d'État à l'aviation. Il dispose évidemment de peu de moyens aéronautiques qui sont toujours à sa disposition, en dehors d'une petite force militaire que le gouvernement de Pétain a eu l'autorisation de reconstituer dans les colonies. Les aérodromes français de métropole sont occupés ou surveillés par les Allemands et sous les bombardements alliés. Et puis le transport aérien est quasiment réduit à des liaisons militaires et gouvernementales. Alors, on revient un petit peu en 1940. En juin 1940, donc c'est là qu'intervient le drame, en juin 1940, donc la direction de l'aéronautique civile, la DAC, est divisée en 2 échelons. Un échelon est replié en Indre-et-Loire, dans les communes de Chargé, où se trouve l'administration centrale et la DAC, et la commune de Maune, où se trouvent les archives de l'établissement métropolitain de la navigation aérienne. Et puis un deuxième échelon qui lui est toujours à Paris, installé donc à la Cité de l'Air, boulevard Victor, dans le 15e arrondissement. De l'autre côté, non pas du périphérique qui n'existe pas à l'époque, mais de la zone. Alors les archives parisiennes qui sont donc à la Cité de l'Air sont entreposées début juin dans le hall du bâtiment et doivent être évacuées vers Carcassonne. Mais le 6, les bâtiments sont bombardés pendant 2 heures. Le bâtiment et puis les archives restent en état pendant quelques jours. Le 10 juin, les personnels se replient vers le sud et seulement 10 caisses d'archives les suivent. Le reste est laissé et abandonné, en tout cas laissé dans le hall pendant plusieurs semaines, et toutes ces archives s'y trouvent toujours à la fin du mois de juillet quand les Allemands arrivent à Paris. Donc que font-ils? Ils investissent les militaires et évidemment ils prennent possession des archives et les envoient en Allemagne. Donc les archives qui étaient entreposées, les archives de l'échelon parisien disparaissent. Les archives de l'échelon provincial, donc qui étaient entreposées en Indre-et-Loire, sont elles aussi laissées en Indre-et-Loire au moment du second repli, le 15 juin sur Arcachon. Donc elles sont laissées souvent dans les châteaux, même dans un couvent où elles étaient entreposées. Quand les Allemands arrivent dans la région, là aussi, ils font main basse sur les archives et les renvoient en Allemagne.
En août 1940, donc le secrétariat d'État à l'aviation de Vichy missionne 2 agents, M. Borget et Mme Vitu, et à Paris et en Indre-et-Loire, afin d'essayer de retrouver et de récupérer les archives qui avaient été dispersées et perdues. Alors ces 2 agents font un petit peu le tour des endroits où étaient conservées les archives, ou en tout cas entreposées, et malheureusement ils ne peuvent constater qu'une chose, c'est qu'elles ont disparu. Et donc nous avons 20 ans d'archives de l'administration de l'aviation civile, 1919, 1939, 40, qui ne sont plus entre les mains françaises et qui ont disparu. Après la guerre, on se rendra compte que de toute façon ces archives ont disparu, entre les bombardements en Allemagne, etc. On n'aura pas ou peu retrouvé d'archives. Donc c'est une disparition importante sur l'histoire de l'aviation civile, sur les 20 ans d'années presque héroïques et de mise en place des transports aériens en France. Pour ce qui est des archives qui ont été produites par le secrétariat d'État à l'aviation de Vichy, donc entre 1940 et 1944, là aussi il y a beaucoup de pertes. Les dossiers des cabinets civils et militaires sont mis à disposition après 1944 de la Haute Cour de justice, donc après la libération, afin de préparer les dossiers contre les officiers poursuivis. On ne les retrouve pas toujours. Et puis les autres archives sont dispersées en fonction des découpages et des redécoupages des administrations et de leurs attributions après-guerre. Beaucoup disparaissent, notamment en raison de destruction non contrôlée. Donc on a 20 ans, 1919-1940, d'archives qui disparaissent, et puis un certain nombre aussi d'archives qui disparaissent entre 40 et 44. Comme le disait Madame Moret juste avant, beaucoup d'archives qui sont conservées encore au SHD, au Service historique de la Défense, et puis si je ne dis pas de bêtises, ce qui reste ou ce qui a pu être récupéré, le peu qui a pu être sauvé des archives 1919-1939 sont conservés au SHD. Hormis quelques-unes, et mon collègue Paul Bassier des Archives nationales vous en parlait tout à l'heure, notamment des archives d'enquête du BEA ou de son prédécesseur, et puis quelques archives des années 30 sur les travaux sur l'aérodrome, bases aériennes, etc., peuvent être trouvées aussi aux Archives nationales. Donc là, je vous ai mis un dossier d'archives qui est conservé toujours par la mission archives sur justement les recherches des archives en 1940 et en 1941 par les 2 agents qui avaient été missionnés par le secrétariat d'État de Vichy. Alors à partir de 1945, évidemment, tout change, puisque une nouvelle administration est mise en place. Alors dès avril 1944, le 4 avril exactement, on a à Alger la création d'un commissariat de l'air. L'année suivante, en décembre, le 22 décembre 1945, l'aviation civile est reprise en main par le ministère des Travaux publics et des Transports. C'est la première fois que le mot transport apparaît dans l'intitulé d'un ministère. Le 18 décembre de la même année, c'est Max Immense qui est devenu le premier secrétaire général à l'aviation civile et commerciale. Le commercial disparaîtra au début des années 60. Max Immense avait déjà été en charge pendant la guerre et depuis 1943 à Alger puis ensuite à Paris de la direction du transport aérien. Le 12 septembre 1946 paraît un décret d'organisation donc du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale. Alors à partir de 1945 donc du coup on est dans une phase non seulement de reconstruction de tout ce qui a disparu pendant la guerre, mais aussi d'essor économique et donc des transports aériens. Et donc, en accompagnant ce mouvement, enfin ces 30 glorieuses exactement, l'administration accompagne tout ça et du coup produit beaucoup d'archives dans le cadre de ces missions. Donc on a une augmentation importante dans la production de documentaires pendant les 30 glorieuses. Alors, pendant les 15 premières années, 1945, 1960, 63, il n'y a pas de service d'archives au SGAC, au SGACC et SGAC ensuite. Donc les archives sont conservées, les documents qui sont produits sont conservés tant bien que mal, alors dans les bureaux, dans des locaux plus ou moins adaptés, ça va de la cave au grenier. Donc dans des archives qui finissent souvent par être détruites sans contrôle. Parce que quand on n'en a pas besoin et qu'on ne sait pas quoi en faire et que ça prend du temps, ça prend de l'espace, donc du coup on s'en débarrasse. Donc c'est une situation qui conduit inévitablement à un risque majeur de perte d'informations de tous les documents probants qui sont produits à cette époque et puis au final de vide historique, puisque les archives qui ont vocation à devenir des archives définitives historiques disparaissent aussi, ne sont pas versées dans les institutions patrimoniales, archives nationales ou départementales où elles devraient être produites, elles devraient être versées.
Donc au cours des années 50, l'État finit par se saisir de la question et l'administration des archives, notamment avec à sa tête un monsieur que les archivistes connaissent bien, qui s'appelle Charles Brébant, commence à mettre en place des pratiques et une réglementation pour un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça, qu'elle impose dès les années 60 et notamment dans les années 50 avec la création de missions archives dans les grands ministères. Et dont la mission archive déjà c'est une émanation, puisqu'on ça a été dit, on dépend de la mission archive du ministère de la Transition écologique, qui exerce le contrôle scientifique et technique sur notre activité. Donc ces missions existent toujours, hein, elles existent depuis les années 50. Et la mission archive elle-même de la DGAC, elle est créée en 1963-64. Et donc exerce ses missions auprès de la DGAC depuis 60 ans cette année, à peu près. Alors, la mission archive aujourd'hui ne fait que faire sont ses prédécesseurs pendant 60 ans en adaptant ses pratiques à l'évolution de la réglementation. Aujourd'hui, elle assure la conduite de la politique d'archivage de l'administration centrale et des services à compétence nationale de la DGAC, évidemment en conformité avec la réglementation et en conformité avec les textes qui ne sont pas purement archives, mais qui impactent de type RGPD, qui impactent notre travail. Et puis, elle est chargée notamment aussi de préparer l'avenir, et ça j'en parlerai dans un dernier temps, sur l'archivage du futur, et notamment l'archivage électronique. Elle gère concrètement les archives intermédiaires de la DGAC, puisqu'il y a un dépôt d'archives qui se situe dans l'Essonne, à Chevannes, qui conserve actuellement environ 12 km d'archives. Elle est aussi chargée de la conservation des archives définitives ou historiques avant leur versement aux archives nationales et puis de leur valorisation, notamment en travaillant avec les associations que vous êtes, avec les chercheurs et puis avec tous les passionnés qui désirent consulter nos archives, et puis évidemment nos partenaires institutionnels comme les archives nationales ou départementales. Et puis, elle est aussi chargée, et c'est là-dessus que je vais ouvrir pour terminer cette intervention, elle est chargée de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information relatifs aux archives. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, il ne manque pas. C'est la dernière. Vous ne l'aurez pas, c'est pas grave. Donc, il manque une slide. Donc, puisque la question, c'est « Et demain ?» les enjeux de l'information dématérialisée. Alors, jusqu'à présent, on parle de papier, alors on parle de support physique, photographie, etc. Mais on ne parle pas de documents numériques ni même de données, mais ce sont un petit peu les enjeux importants de l'archivage qui se posent depuis un petit moment, qui se posent énormément aujourd'hui et qui vont se poser encore demain. L'informatique, pourtant, n'est pas récente, hein, elle fait irruption dans nos pratiques métiers dès les années 70. Par exemple, le bureau informatique de la DGAC est installé à Chevannes, dans le bâtiment qui aujourd'hui abrite nos archives, en 1975. Et puis la production d'informations dématérialisées se répand et puis dans tous les secteurs d'activité dès les années 70. Alors jusqu'à présent, effectivement, les archivistes avaient eu affaire à un support, alors principalement papier, hein, mais aussi audio, vidéo, microfiches, microfilms, etc. Donc quelque chose de physique, de matériel. Et avec certains des outils pour les lire, hein, un papier ça se lit, mais une microfiche on a besoin d'un outil, mais dont l'évolution technologique était relativement lente. Donc on n'avait pas trop de soucis de conservation à long terme. Alors on a un changement de paradigme qui intervient avec l'informatique, puisque de nouveaux supports, là aussi physiques, apparaissent, les disquettes, hein, sous toutes leurs formes, ensuite les CD-ROM, mais dont les formats évoluent beaucoup plus vite, et puis qui utilisent une technologie qui elle aussi évolue très vite, et qu'on ne dispose plus au bout d'un certain temps. Je ne sais pas si vous avez tous encore des lecteurs de cachettes VHS, alors certains peut-être, mais dans les services d'archives, on n'en dispose pas forcément, ni même de lecteurs de CD-ROM. Donc l'information est perdue justement du fait de ces évolutions technologiques. Donc c'est un premier changement de paradigme, c'est-à-dire l'évolution du support physique. Et puis deuxième changement de paradigme avec l'informatique, c'est qu'on finit par se défaire du support physique puisqu'on passe au document numérique et à la donnée. Alors on a toujours besoin d'ordinateurs, mais l'information est totalement dématérialisée, on le voit avec les formats bureautiques, hein, de type Word, Excel, etc., avec les systèmes d'information qui abritent nos données et même les messageries mail.
Et donc tous ces formats évoluent et très vite, souvent, ne sont plus lisibles et donc les informations se perdent. Donc on est aujourd'hui et de plus en plus, et peut-être dirais-je même depuis quelques années, ça s'est vu notamment avec la crise Covid, les transformations des pratiques métiers. Au quotidien, on utilise des technologies et des outils toujours plus performants, toujours plus interactifs et interconnectés et complexes, qui produisent une information morcelée et qui devient difficile de tracer. Alors, il y a quand même des solutions, heureusement. Alors, une dernière chose aussi, en dehors des problèmes techniques, technologiques de suivi de ces informations et de ces données, il y a aussi un problème lié aux pratiques du traitement de ces informations. C'est-à-dire qu'avec le papier, auparavant, bon an, mal an, le dossier classé était la norme, le vrac était l'exception. Bon an, mal an, ce n'était pas toujours le cas. Aujourd'hui, avec l'information dématérialisée, le vrac est souvent, il y a un changement de pratique et ça s'inverse, le rapport s'inverse, le vrac devient la norme, notamment dans les messageries mail, et le dossier classé devient l'exception. Et ça devient très compliqué pour l'archiviste de trier ces petits là-dedans. Donc des solutions, je vous le disais, évidemment technologiques, le système d'information, le système d'archivage électronique, ce qu'on appelle le SAE, qui est la réponse qui est donnée à la conservation des archives intermédiaires puis définitives. Alors, ce n'est pas un simple coffre-fort où on range ces documents, ces données, hein, ça va beaucoup plus loin puisque c'est un système qui est censé garantir la sécurité et la sûreté des documents et des données. Donc, pas de disparition, pas de modification non tracée avec des principes de redatage. Ça assure la valeur probante d'un document. Un document ou une donnée qui sort d'un système d'archivage électronique est réputé être un original, donc est opposable. Ça garantit aussi leur lisibilité dans le temps, c'est-à-dire qu'on dépose un document aujourd'hui, dans 60 ans, on est toujours censé pouvoir le lire. On pense par exemple, nous, en bon administratif, au dossier de carrière, des agents qui se gardent jusqu'aux 80 ans de l'agent. Donc quelqu'un qui rentre à 20 ans à la DGSC, qui en part on ne sait pas quel âge il en partira dans quelques années, mais on est censé pouvoir reconstituer sa carrière. Et puis l'interopérabilité aussi, puisqu'on est censé pouvoir verser les archives qui ont une valeur historique, donc les archives définitives, aux archives nationales, dans leur propre système d'information archivistique. Alors, le système qu'a choisi la DGAC, qui s'appelle VITAM, qui est mis au point par les services de l'État, devrait permettre justement de conserver et de sécuriser dans le temps les archives produites par l'aviation civile et qui seront évidemment, elles aussi, mises à disposition des chercheurs et des associations pour l'avenir. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup David. Le classement VRAC, ça m'a rappelé ma boîte mail. Maintenant j'ai demandé à Fabienne Péris-Rimbaud de venir prendre la parole. Donc Fabienne est en charge des fonds aéronautiques, entre autres, aux archives départementales de la Haute-Garonne. Il paraît qu'il y a un peu d'activité aéronautique dans ce département. Fabienne, la parole est à vous. Bien, donc bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier la commission mémoire de la Direction générale de l'aviation civile pour son invitation. Et je vous remercie au nom d'Anne Goulet, donc, qui est directrice conservateur général aux archives départementales. Alors les archives départementales, c'est un service qui a été service créé au moment de la Révolution, dans un souci de transparence de la vie publique. Et au moment de la décentralisation, en 1982-83, cette mission a été transférée aux conseils départementaux, conseils généraux devenus conseils départementaux. Alors en effet, à Toulouse, nous conservons quelques documents aéronautiques, du fait bien sûr du passé historique riche qui a débuté en 1917, lorsque l'État confie à Pierre-Georges Latécoère la construction de Salmson 2A2, puisque Pierre-Georges Latécoère, qui fabriquait des wagons de train jusque-là, disposait d'un outil industriel qui était assez loin du front. Donc,
travaillé chez Pierre-Georges Latécoère, un ingénieur, Émile de Voitine, qui l'a quitté à partir de 1920 pour créer ses propres usines. Pierre-Georges Latécoère, lui, s'est ensuite plutôt spécialisé dans le transport aérien, même s'il a continué à construire des appareils. Mais ce qui l'intéressait vraiment, ça a été le transport du courrier jusqu'en Amérique du Sud, même si ce n'est pas lui qui a réalisé ce rêve-là, puisqu'il s'est arrêté à Saint-Louis du Sénégal, plus ou moins. Cet ingénieur, bien qu'il l'a quitté, Émile de Voitine, est à l'origine des usines Airbus aujourd'hui. Alors bon, bien sûr, je vais très vite, je brosse un portrait assez succinct. Simplement, il est à Toulouse, nous avons vraiment deux centres d'intérêt majeurs. L'aéropostale d'un côté et la construction aéronautique qui a mené à Sud Aviation Aérospatiale, EADS et aujourd'hui Airbus. Voilà, alors donc les fonds toulousains, eh bien, ce sont à la fois des fonds privés et des fonds publics. Donc les fonds publics, c'est ce qu'on appelle la série W. C'est le périmètre dont je suis chargée, ce sont les archives contemporaines. Donc les archives, ce sont les documents produits après le 10 juillet 1940. Donc ce sont des fonds de l'administration, de la préfecture, des services déconcentrés de l'État, et ce sont également les archives judiciaires. Donc dans la série W, eh bien, nous conservons les archives de l'Institut de mécanique des fluides qui était situé à Banlève, l'IMFT, qui gérait la soufflerie. Donc là, ce sont par exemple des rapports d'essai assez techniques d'avions, des avions de Voitine, entre autres. Nous conservons également les archives, alors depuis peu, depuis avant Covid, les archives du Service national de l'ingénierie aéroportuaire, le SNIA, et donc ce sont là les archives de Francazal, de la base militaire, et également de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors, je vois École nationale de l'aviation civile, ENAC, mais en fait, je pense que ces archives n'ont jamais été réellement transférées, ou il y en a très peu, mais enfin, je ne crois pas, en fait, ça n'a pas été transféré. Et puis ensuite, dans le cadre des fonds publics, on trouve pas mal d'informations dans les fonds de la préfecture ou de la justice. Bon, alors, ce sont des documents administratifs, des documents juridiques, les statuts d'entreprise par exemple, les dépôts de marque, les actes de faillite. Ce sont des archives sociales avec des rapports de renseignements généraux, notamment pendant la guerre, et les archives juridiques également, des archives avec des comptes rendus des procès. Donc, bien sûr, quand un historien vient faire l'histoire aéronautique toulousaine, bien, on l'invite à consulter à la fois, en fait, à mettre en perspective à la fois les fonds publics et les fonds privés. Alors, fonds privés, c'est ce que l'on appelle en archive départementale la série J, avec des origines diverses. Donc, ce sont des fonds d'entreprise, par exemple les fonds photographiques Airbus. Là, on conserve pour l'instant plus de 28 000 clichés de la société, enfin, des différentes sociétés, de Voitine à Sud Aviation entre 1920 et 1959. Les archives privées, ce sont également des archives familiales, des papiers de fonction, avec un fonds passionnant que j'ai eu le plaisir de traiter il y a un petit peu plus de 10 ans. C'est le fonds André Turca, pilote du premier vol Concorde, qui a vraiment conservé toutes ces archives de travail. Donc ce sont 9 mètres linéaires, d'ailleurs très bien classés dès l'arrivée du fonds, puisque tout le monde sait qu'André Turca avait un sens aigu du patrimoine, puisqu'il a ensuite fait une thèse en histoire de l'art.
Donc là, vraiment, ce fonds documente toute la vie du programme Concorde, notamment les essais, toute la période des essais en vol. Alors, est entré également un fonds, alors c'était en 2000, c'était l'an dernier, le fonds Pierre Satre. Pierre Satre qui, lui, est le père de Caravelle. Donc, sa famille détenait quelques documents, des photos. Alors, assez peu de documents issus de l'entreprise, hein. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Est entré également très récemment le fonds Jacques Enrat. Alors, Jacques Enrat a travaillé pour le bureau d'études de Voitine. Et il a travaillé avec Robert Castello. Et Jacques Enrat, on va dire, est vraiment la tête pensante. C'était vraiment l'ingénieur du Fouga Magister. Alors, ce fonds est en cours de traitement. Donc, il y avait notamment des plans du De Voitine D600 qu'il détenait, plus quelques documents relatifs au Fouga Magister. Et alors, je suis en contact avec son petit-fils, mais c'est vrai que j'ai assez peu d'informations sur ce personnage qui est souvent resté, en fait, qui est resté dans l'ombre. Le Fouga Magister s'appelle CM170, donc du nom des ingénieurs, Castello Mauboussin. Normalement, il devait y avoir le H en plus, et Jacques Enrat ne l'a pas véritablement souhaité. Voilà, mais c'est quand même, c'était vraiment, enfin voilà, le calculateur, c'était l'ingénieur, vraiment le technicien, c'était lui. Un autre fonds intéressant, Lucien Quérol. Alors, c'est un ancien salarié d'Aérospatiale qui a un passé de syndicaliste intéressant. Et puis, on devrait également faire rentrer le fonds de l'IHS, c'est l'Institut d'Histoire Sociale. En fait, ce sont les archives des syndicats. Et là, c'est un très très gros fonds. Je pense qu'il y a plus de 50 mètres linéaires de documents qui se trouvent à l'heure actuelle à la Bourse du Travail en centre-ville de Toulouse. Alors, il y a également des fonds sauvegardés par des amateurs ou des historiens. Donc là, je fais référence au fonds De Voitine Danel. Raymond Danel, que l'on connaît puisqu'il est l'auteur du seul ouvrage sur Émile de Voitine, le seul ouvrage conséquent. Émile de Voitine, dès 520, c'est paru chez Docavia. D'ailleurs, ce sont des ouvrages qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Donc Raymond Danel était ingénieur chez Aérospatiale et il a récupéré ce fonds de Voitine qu'il a travaillé, puis donné aux archives départementales en 1982. Alors, il a donné une partie seulement du fonds, il a confié tous les plans des avions. Donc 4000 plans et des dossiers techniques ont été confiés aux archives départementales. Tandis qu'il a confié les documents administratifs, les documents de direction des entreprises, les documents stratégiques, économiques, comptables, au musée des transports. Voilà. Et a priori, il aurait également confié une partie des documents au général Lissarag. Donc ce fonds, en réalité, a été dispersé en 3 lieux différents. Alors j'attire là votre attention parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, puisque un des principes de gestion des archives, c'est le respect du fond, respect de la provenance, respect de l'origine, respect de l'intégrité. On évite comme ça de scinder des fonds entre plusieurs institutions.
c'est relativement courant chez des fonds de la Seconde Guerre mondiale, des fonds de la préfecture qui ont été là aussi répartis entre plusieurs historiens qui ont travaillé les fonds. Voilà, et donc c'est ensuite pas facile de reconstituer le tout. Alors, le fonds de Voitine d'Anel a pu être recomposé puisque le musée des transports à Toulouse a fermé en 2011 et alors ce musée était musée de France, donc les archives ont été récupérées à Toulouse par le musée Paul Dupuy et ensuite un accord a été passé avec les archives départementales de la Haute-Garonne pour redonner une certaine unité au fond et donc il a été réuni. Mon prédécesseur, Pascal Gast, a travaillé les plans, 4000 plans, qu'il a classés, qu'il a fait numériser. Et j'ai eu, moi, le plaisir, à mon arrivée, d'achever son travail et de rédiger donc l'instrument de recherche qui permet évidemment d'ouvrir le fond véritablement aux chercheurs. Donc cet instrument de recherche est consultable sur le site internet des archives départementales. Voilà, alors un dernier fonds, alors ça c'est un fonds que je suis en train de traiter à l'heure actuelle, c'est le fonds Vacher-Marie. Le fonds de Paul Vacher. Paul Vacher était le défricheur. Alors peut-être si je faisais tourner... oui, alors je vais revenir peut-être sur le fonds de Voitine d'Anel. Voilà, donc ce sont des plans accessibles tous en ligne. Ce sont des photos, mais que l'on retrouve également dans le fonds Airbus. Et puis là, c'est un document du tribunal militaire permanent, puisqu'en fait, Émile de Voitine a eu un parcours très complexe et il a eu plusieurs procès, à la fois par le gouvernement, l'État français, Vichy, puis ensuite il a été poursuivi à nouveau à la Libération. Et donc là, le fait de réunir les deux fonds, de récupérer le fonds du musée des transports, eh bien, on y voit un petit peu plus clair dans le parcours semé d'embûches d'Émile de Voitine. Donc un étudiant de Jean-Marc Olivier a soutenu son mémoire de master au mois de septembre ou octobre et cette soutenance devrait donner lieu à la publication d'un article. Voilà, donc on va dire que l'histoire de Voitine va pouvoir être faite. Voilà, si on arrive à mettre en perspective des documents peut-être du SHD et autres tribunaux. Bon, je reviendrai sur le fonds Vacher-Marie tout à l'heure. Le fonds photographique Airbus, donc qui permet de documenter évidemment toutes le produit fini, les avions. Notamment le D551 avec tous ces plans qui ont permis à l'association Réplicaire, association toulousaine, de reconstruire un nouveau D551 qui, nous l'espérons, volera très vite. Oui, on accélère. Alors, la vitesse supersonique, ça nous connaît à Toulouse. Donc, j'accélère. Le fonds Airbus nous permet de documenter la diversification de la production pendant la Seconde Guerre. Il y a 15 000 clichés provenant de la période de Caravelle, avec énormément de pièces détachées. Donc là, nous sommes dans une course contre la montre pour identifier tous ces fonds en faisant appel aux associations de sauvegarde du patrimoine local ou aux anciens salariés. Voilà, donc des photographies qui, bien sûr, sont très souvent artistiques, des photographies des grottes du Mas d'Asile ou de Bédéiac.
puisque pendant la Seconde Guerre, Émile de Voitine a tenté d'installer ses usines de production dans l'usine du Mas d'Azil, dans la grotte du Mas d'Azil et de Bédéiac. Et en 1943, la grotte de Bédéiac a été aménagée par les Allemands, par l'occupant, pour réparer les Junkers. Donc là, les chercheurs, les préhistoriens se sont emparés de toute cette série de photographies pour retrouver l'état antérieur à tous les aménagements réalisés par le secteur aéronautique. Bon, et bien sûr, la vie des hommes, des femmes, avec une ferme, puisqu'il y avait une ferme sur le site aéronautique toulousain. Le fonds André Turca, voilà, avec des documents, évidemment, des pièces majeures. Je passe. Et le fonds Marie Vacher. Donc Paul Vacher, un pionnier des lignes en Amérique du Sud. Paul Vacher est surnommé le défricheur, puisqu'en fait, il a ouvert toutes les lignes pour l'aéropostale. Donc il y a dans ce fonds-là énormément de vues aériennes de l'ensemble de la côte, partant du Venezuela jusqu'à la Patagonie. Donc là, c'est vraiment un fonds qui est passionnant avec des rapports, beaucoup de correspondances, en fait, tous les documents de travail de toutes les périodes, dès 1925 jusqu'à 1957, date de son départ à la retraite, alors qu'il travaillait pour Air France et qu'il était devenu directeur du réseau Amérique du Sud. Voilà, alors donc toutes ces archives donnent lieu à des opérations de valorisation, une exposition réalisée à l'occasion des 100 ans de la création des usines de Voitine, des vidéos, alors c'est ce que l'on appelle chez nous doc en stock, et je vous invite à aller regarder sur le site internet le doc en stock consacré à De Voitine, et puis évidemment les bases de données et les inventaires en ligne. Alors voilà, peut-être pour ouvrir le débat, quelques problématiques auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Bon, le constat, c'était la nécessaire sauvegarde de la mémoire aéronautique, mais les fonds sont dispersés et sont très vulnérables. Donc il y a bien sûr les associations de sauvegarde travaillent depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'à Toulouse, l'ouverture d'Aéroscopia est venue confirmer cet intérêt pour les archives et la prise de conscience nécessaire, voilà, qui là maintenant, je pense, était évidente et nous permet de travailler tous ensemble, puisqu'on travaille notamment avec Airbus Héritage et les associations du périmètre d'Aéroscopia. Alors, quand on a des archives, eh bien, quel est le statut de ces archives? Est-ce que ce sont des documents privés? Est-ce que ce sont des documents publics? Parce qu'en fait, dans les fonds privés, en réalité, on récupère des documents produits dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc, ce sont des documents, bien souvent, qui ont un caractère... ce sont des documents publics qui, légalement, doivent être versés aux archives départementales. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est imprescriptible, inaliénable, et le document ne perd jamais son caractère public. Voilà, donc bon, les problématiques de classement, de description, dans le respect du fond, bien sûr, et puis cette course contre la montre pour conserver, sauvegarder cette mémoire. Et puis pour la communication, alors là, je ne vais peut-être pas en parler, puisque vous en avez suffisamment parlé, on a des problématiques liées, bien sûr, à la spécificité aéronautique, et là, nous appuyons sur Airbus Héritage quand on a un doute. On demande vraiment l'avis du constructeur. Voilà, donc en résumé, à Toulouse, une fonction patrimoniale qui s'affirme et un travail en étroite collaboration avec Airbus Héritage et les associations de sauvegarde du patrimoine aéronautique. Donc nous sommes chargés de la collecte, du classement, de la conservation, de la communication des archives. Mais nous avons également une mission de conseil. Et donc là, on est là pour répondre aux demandes des associations ou d'Airbus Héritage. Voilà, donc nous sommes à votre disposition.
beaucoup Fabienne. Désolé de vous avoir un peu pressé. Alors vous avez vu, on a un peu de retard. Ce que je vous propose, c'est de prendre quand même quelques petites questions et de réduire la pause à 5 minutes. Voilà, bon, on ne rattrapera pas le retard, on ne rattrape jamais le retard. Mais voilà, si vous avez des questions, alors peut-être une première question, Marie-Hélène. Donc Marie-Hélène qui s'occupe des archives de Marie-Hélène Pépin, des archives de Météo France. Voilà. Moi, je voulais savoir, donc c'est une question pour Emmanuel, quel est le lien avec le CPAD? Parce que nous, on a beaucoup travaillé avec le CPAD, parce qu'ils ont un fonds photographique qui nous intéressait énormément, notamment dans le cadre des expositions qu'on a fait pour la Première Guerre mondiale. Donc, c'est lié, c'est pas lié? Le CPAD est un établissement qui produit et conserve toute la production audiovisuelle des armées. Donc il a aussi une photothèque importante. Donc il y a eu aussi des débats entre le service historique et le CPAD, notamment pour le reversement, dont je vous ai parlé, des labos bases. Pendant longtemps, l'armée de l'air n'a pas voulu verser à l'ECPAD et a préféré verser au service historique de la défense. Donc en fait, ils sont complémentaires. Je dirais, ils sont complémentaires. La politique de l'ECPAD qui était en fait de faire payer l'accès aux images, on va dire, déplaçait fortement à l'armée de l'air, qui estimait que comme c'est elle qui avait fait les photos, elle avait un accès, elle devait avoir un accès à ces images. Donc pendant longtemps, ils ont fait les versements au SHD plutôt qu'à l'ECPAD. Normalement, maintenant, ils doivent verser à l'ECPAD. Les règles de l'ECPAD se sont aussi un peu assouplies. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a une question tout au fond. Oui, et je voulais savoir où est-ce qu'on peut consulter les archives de la DGAC, et est-ce qu'il y a un catalogue qui est en ligne qui permet de faire déjà un pré-choix? Les archives de la DGAC peuvent être consultées sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, des Archives nationales. Je précise parce que nous avons 2 sites. Nous avons un site historique qui se trouve dans le Marais, à Paris, mais qui va conserver plutôt les archives donc, de l'Ancien Régime et des institutions de cette période. Et pour la partie, donc à partir de la Révolution, on est à Pierrefitte. Pour ce qui est des instruments de recherche, c'est une question qui est à la fois facile et difficile, parce que nous avons une salle de lecture virtuelle que je vous ai montrée, à partir de laquelle vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher par mots-clés. C'est un mode de recherche qui est quand même un petit peu difficile, et si on est un peu plus érudit, c'est là où la question est plus complexe, on peut en revanche chercher par producteur et essayer de rassembler l'ensemble des instruments de recherche. Mais là, ça dépend un petit peu de voilà, quelle est votre recherche. Et dans ce genre de cas, on vous invite à faire une demande d'aide à la recherche quand vous avez un doute, quand vous pensez que vous avez peut-être manqué un fonds ou un instrument de recherche. On va avoir des collègues qui vont déjà commencer par vous orienter. Et si vraiment la question est de haute érudition, on va se tourner vers le responsable de fonds qui, à ce moment-là, va pouvoir vous aiguiller, éventuellement vous envoyer des numérisations. Certaines peuvent être gratuites. Voilà. J'espère que je réponds à la question, mais il n'existe pas actuellement un état des sources de l'aviation civile. En revanche, il est quasiment fini. Ça a été le travail de la dernière responsable de fonds qui vient de partir à la retraite. Et normalement, à la prise de poste de son successeur, on devrait publier en ligne un état des sources qui sera beaucoup plus facile d'utilisation, qui sera mis à jour régulièrement en fonction des nouveaux fonds classés. Parce qu'il y a des fonds qui ne sont pas classés, pour lesquels on ne va pas forcément faire une publicité voilà, sur l'existence du fonds, tout simplement, puisqu'il n'est pas accessible. Oui, donc, qui serait mis à jour régulièrement. Voilà. David, tu veux compléter? Oui, je voulais juste ajouter que, comme le disait Paul, les fonds d'archives définitifs de la DGAC sont conservés aux archives nationales, mais il y en a encore ici que nous n'avons pas versé toujours. Donc vous pouvez, si vous avez une recherche, doubler votre demande aux archives nationales par une demande auprès de moi, au cas où ce soit encore chez nous. Ouais. Jacques a une question. Oui, Jacques Pajax, retraité de la DGAC. 2 petites questions rapides. Une remarque, il y a un très beau site qui est Albin Denis, qui retrace l'épopée des groupes, enfin des unités de l'aviation militaire pendant la Grande Guerre. Et deuxième chose, sur les JMO qui me passionnent,
entre autres. Il y a à Vincennes une collection reliée dactylographie et des JMO dans une bibliothèque, d'une part. Et deuxième chose, sur les JMO, j'ai eu accès à des JMO conservés dans des bases aériennes. Je pense à Olivier Lapré, que vous connaissez probablement, qui m'en a communiqué quelques-uns sur le groupe de chasse 1.5, Champagne notamment. Merci. Alors peut-être une dernière question, allez-y, Monsieur Borde. Je m'appelle Jacques Borde, je suis membre du conseil d'administration de l'APASI. L'APASI, c'est le musée du centre-école de Saint-Yan. Et parmi nos archives, nous avons le trombinoscope de pas de tous les stagiaires, mais d'un certain nombre de stagiaires qui sont passés par Saint-Yan, disons grosso modo de l'époque actuelle, en remontant jusqu'en 1970. On voudrait bien avoir les années 50 et 60, et on sait que ça existe, on sait que c'est caché quelque part au centre-école de Saint-Yan, mais le chef de centre ne peut pas nous donner accès parce que, paraît-il, la CNIL ne voudrait pas. Alors on voudrait savoir ce que vous en pensez. Alors si je dis pas de bêtises, la CNIL c'est pour tout ce qui est informatisé, mais si ce sont des annuaires papier. C'est pas informatisé. Hein, on a plusieurs classeurs. Pour ce qu'on a actuellement, on a plusieurs classeurs où il y a les photos et les noms des stagiaires classés par promotion, et c'est tout. D'accord. Donc en plus, il n'y a pas plus que ça d'informations personnelles de type adresse, privée, etc. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret d'État. C'est les années 50, donc c'est librement communicable. Donc il n'y a aucune raison qui vous empêche l'accès à ces informations. Oui. Donc la CNIL n'a rien à voir. La CNIL, non, c'est pas informatisé, c'est... D'accord. non, c'est pas... D'accord. Bon, eh bien, on transmettra ça.